C'est parce que dans l'impression que c'est noir et cramé, mais ça brûle encore. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit édito pour vous expliquer quelle est notre manière de voir le monde en ce moment et surtout quel rôle on veut prendre dans les semaines à venir. Alors tout commence un peu comme d'habitude par un sentiment qu'on a en parlant avec les gens autour de nous. Il y a une sorte de tension sociale dans le pays qui augmente. Cette tension elle s'exprime par un ras-le-bol dû à l'augmentation des prix à la caisse des supermarchés, mais aussi avec l'augmentation de l'essence ou l'une des 14 conneries que sort Macron chaque semaine. La propagande médiatique, elle basse son plein comme jamais, mais ça marche pas comme nos dirigeants le voudraient. On râle de plus en plus indépendamment de tout ce que la télé peut raconter. À tout moment, on a l'impression que ça peut déborder. C'est un truc qui est un peu discret mais omniprésent. C'est une atmosphère qu'on retrouvait un petit peu en automne 2018 si tu t'en souviens bien. En fait, on a l'impression qu'il y a une révolte en gestation en France. Et au-delà de ce qu'on peut voir de nos propres yeux autour de nous, ce qui nous fait penser que cette révolte est en gestation, c'est tout ce qui se passe à l'international. Ça bouge au Malawi, en Inde, en Afrique du Sud, en Équateur. Chaque jour, de nouvelles images, et à chaque fois, dites-vous que ce sont des millions de gens en action qui s'organisent, qui se parlent, qui se lient d'amitié, qui discutent, se politisent, échangent profondément avec la même intensité que les Gilets jaunes nous ont transformés en 2018. À chaque fois, ce sont des forces colossales qui sont en jeu. Ça pète de partout, mais l'important, c'est pas juste de constater que ça pète et de relayer ces images-là, même si on va pas se mentir, ça fait plaisir. Pas de problème, mais oui. Non, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de comprendre pourquoi ça pète et pourquoi ça pète de cette façon et pas d'une autre. C'est ce qu'on a essayé de faire quand on a étudié le Sri Lanka et on s'est vite rendu compte qu'on pouvait quasiment appliquer au Sri Lanka les qualificatifs qu'on pouvait appliquer aux Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement auto-organisé qui occupe l'espace public, organise de nombreuses prises de parole, planifie l'entraide et ça sans organisation centralisée. Un mouvement qui se rassemble derrière un slogan dégagiste, se réapproprie le drapeau national et unit les classes populaires dans un combat de justice sociale. Cette ressemblance pour nous c'est pas une coïncidence et c'est surtout pas la première fois que des mouvements se répondent de la sorte. Bah oui, parce que quand on squattait les ronds-points nous en 2018-2019, ça bougeait aussi en Colombie, en Algérie avec un mouvement qui s'appelait l'Irak, et en Irak, le pays cette fois, il y a eu aussi des mouvements avec des gilets jaunes. Le Chili avec ses particularités avait repris les mêmes codes et il y avait Hong Kong à ce moment-là bien sûr. On avait vécu ce qu'on appelle une séquence dégagiste où des mouvements proches des gilets jaunes ont émergé un peu partout. Et cette aspiration entre deux pays, entre deux peuples, on la retrouve encore aujourd'hui avec la nouvelle séquence dégagiste qui a été initiée par les Sri Lankais. Vous vous rappelez de ces images, elles ont fait le tour du monde. Bah, ce que vous avez peut-être moins vu, c'est que quelques heures plus tard en Argentine, il y a eu une manifestation qui s'est passée devant le palais présidentiel, exactement comme ce qu'avaient fait les Sri Lankais. Évidemment, cette manifestation, elle était beaucoup plus modeste que ce qui s'est passé au Sri Lanka. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques heures, tu as un peuple qui parle singalais et tamoul, qui a inspiré un autre peuple à 15 000 km de là qui parle espagnol. D'accord, et ça en quelques heures. C'est comme fou. Ce qui explique la connexion entre ces mouvements, c'est plusieurs choses. Ce qui est évident déjà, c'est que le plus grand moteur de ces révoltes, c'est la crise économique violente dans laquelle le monde est plongé. Les indicateurs importants du moment, c'est celui de l'inflation mondiale, de la récession des plus grandes puissances, des intérêts sur la dette, de la modification des taux directeurs, de l'envolée des prix des céréales, de l'essence, le tout renforcé en permanence par le début d'une guerre militaire entre le bloc états-unien et le bloc chinois et les catastrophes écologiques. Et surtout, ce qui est d'assez visible, c'est l'accélération des crises. Tout va très vite et tout va très fort partout en même temps. On a vu des choses qu'on n'avait jamais cru voir avant, des conflits s'amplifier comme jamais, avec des images de crises, des guerres et des révolutions qui circulent en permanence sur nos réseaux. Cette crise est un événement mondial qui touche des millions et des millions de personnes en simultané. Et donc, puisque on vit tous ensemble au même moment une même augmentation des prix, on s'organise tous au même moment pour lutter contre cette augmentation des prix, puisque ça dépend de notre survie. Mais aussi le fait qu'on utilise tous Internet, ça joue énormément. Donc forcément, quand il y a de belles images de manifs à l'étranger, on se les partage pour se donner de la force. Sauf que en réalité, on ne fait pas que utiliser passivement Internet. On organise nos mouvements dessus. On médiatise nos actions dessus. C'est une autre marque de fabrique de ces nouveaux mouvements populistes. Alors qu'avant, c'était des organisations socialistes qui organisaient la révolte, aujourd'hui, ces organisations sont mortes et c'est le peuple lui-même qui agit, son leader, en rassemblant largement sur un clivage contre
contre l'élite. Après, il faut faire gaffe parce que quand on a ça en tête, on a tendance à voir des révoltes populistes auto-organisées partout, alors que des fois, c'est juste pas le cas en fait. Genre, ça bouge en ce moment en Irak avec des images qui sont folles. Sauf que non, puisque c'est un mouvement religieux avec un culte de la personnalité qui est pas très gilet jaune quoi. Ou dans les Pays-Bas, ça bouge aussi en ce moment. Sauf que c'est un mouvement d'agriculteurs qui défendent la pire des agricultures possibles. Alors peut-être que ça peut déboucher sur un truc intéressant, mais pour le moment, c'est très loin d'être les gilets jaunes. Note importante, avant Internet, c'était surtout les organisations politiques qui nous formaient politiquement. Sauf que maintenant, avec Internet, c'est plus juste un seul bonhomme qui décide de la politisation de millions d'autres. C'est le fait qu'on regarde des vidéos sur YouTube, du coup on se politise par nos propres moyens avec des gens qui ne sont pas forcément issus de partis politiques et qui ne sont pas dirigés par les partis politiques. Et du coup, vu qu'on a tous accès à la même éducation, en fait on a une culture politique qui, si elle est jamais exactement la même, en réalité est assez similaire tout de même. D'où le fait qu'on s'est très rapidement vite entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, même si on avait des opinions et des cultures politiques assez différentes en apparence, c'est qu'en réalité on avait écouté les mêmes conférences, les mêmes vidéos et qu'on traînait sur les mêmes groupes Facebook. Ce qui nous pousse à nous mobiliser non pas en tant que mouvement de gauche ou en tant que mouvement socialiste comme il y avait avant, mais en tant que peuple en action qui agissent ensemble parce qu'on a des intérêts en commun et parce qu'on partage une culture politique similaire et un quotidien similaire. On constate donc qu'en dehors des élections, ce sont ces mouvements-là qu'on appelle dégagistes qui mobilisent. C'est alors non pas une organisation qui agit, mais ce nouvel acteur qu'on peut pas appeler autrement que le peuple qui apparaît dans la scène de l'histoire, avec sa culture et ses méthodes qui correspondent à ce qu'est devenue la société moderne. On entre donc aujourd'hui, avec la grande crise économique et l'incapacité des gouvernants à se remettre en question, dans une nouvelle séquence dégagiste. Sauf que, à notre avis, elle va être un petit peu différente de celle qu'on a vécue en 2019. Je m'explique. La misère qui se répand dans nos pays nous pousse à l'action et va donc se politiser de façon à comprendre d'où vient cette misère et comment la régler. Et puisqu'on vit une crise économique mondiale avec des guerres mondiales et des famines mondiales, notre politisation sera probablement bien plus tournée vers l'international, puisqu'au-delà de la corruption de nos dirigeants, on est face à un problème globalisé. C'est précisément ce qu'on essaye de transmettre au canard. On ne peut pas comprendre la politique nationale sans un recul international. Par exemple, en France, le fait que le prix de l'essence augmente, c'est notamment dû à la guerre en Russie, qui est elle-même le résultat d'un jeu impérialiste foireux et d'une diplomatie européenne aux fraises. Mais c'est aussi dû au nouveau positionnement des États-Unis, qui se placent comme fournisseur de pétrole et de gaz vis-à-vis l'Europe, qui fait exploser les prix puisque le gaz de schiste est beaucoup plus cher. Mais ça s'explique aussi par l'écroulement de l'euro, qui rend plus cher les importations de pétrole, dû là aussi à la spéculation des marchés financiers, qui préfèrent parier sur les États-Unis en position de force et anticipe une grave crise énergétique en Europe due aux sanctions. Pour un problème simple, c'est-à-dire le prix de l'essence, on est obligé de porter notre analyse sur l'international avec une critique de la diplomatie française, de la spéculation, de l'impérialisme, etc., etc. Autre exemple, si Macron ne taxe pas Total, c'est aussi en partie parce que les marchés financiers se régalent avec les dividendes que verse l'entreprise et que les taxer serait se mettre à dos les marchés financiers que tout État capitaliste doit chérir en ce moment s'ils veulent avoir accès aux liquidités nécessaires si la crise financière s'aggrave. C'est ce qu'on parle dans notre vidéo sur le FMI. Surtout que la France, contrairement à d'autres pays européens, ont une balance commerciale largement déficitaire causée par la désindustrialisation, donc on va avoir plus besoin de l'endettement que les autres et donc de rassurer les marchés. D'où l'austérité massive qui va arriver en France très vite. L'objectif, c'est de limiter les dépenses pour rembourser la dette dans le seul but de pouvoir continuer à emprunter. Une austérité qui va mettre beaucoup de gens dans la rue, tout comme le manque d'eau et le manque d'énergie. D'où aussi l'achat de putain de tanks pour mater la population au passage. Donc le jour où on va aller dans la rue, et ce jour, il est pas si lointain que ça, on va évidemment y aller avec une pancarte Macron démission, c'est sûr. Mais plus le temps va passer, plus notre analyse va se porter sur les sujets internationaux. Puisque les problèmes qu'on essaye de combattre, c'est-à-dire la misère et l'oligarchie, sont causés par des problématiques internationales. Donc si on veut les régler, il faut que notre regard se porte vers là. Alors qu'avant, en 2019, c'était pas obligé de penser l'international parce qu'on avait l'impression que la crise qu'on vivait était une crise nationale due à Macron, due à des politiques dégueulasses et pas du tout à des guerres ou à des crises économiques qui sont aujourd'hui omniprésentes et visibles par tous. Tu vois, c'est un peu comme avec les Sri Lankais qui, à peine entrés dans le palais présidentiel, ont improvisé une pièce de théâtre pour se moquer du FMI alors qu'à la base, le mouvement était juste là pour la démission du président. La crise mondiale pousse tous les mouvements qui ont explosé et pousseront tous les mouvements qui vont exploser dans les semaines à venir
à avoir une critique contre les organisations internationales qui sèment la misère pour protéger les investissements des investisseurs, des riches et des banques. Alors là, je vous la fais courte, mais on a fait une vidéo de 50 minutes qui explique ça, si tu veux. Pour les pays des tiers-mondes, cette institution, c'est le FMI, c'est eux qui représentent le mieux le système capitaliste et financier, et pour nous, ce serait plutôt l'Union européenne. Donc quand au Sri Lanka, ça manifeste avec des slogans contre le FMI, forcément, ça parle aux Argentins aussi, qui vivent en ce moment même le même enfer imposé par la même institution. Il y a une solidarité de classe qui s'efforme, c'est-à-dire une solidarité entre pauvres, une solidarité entre peuples. Et au-delà d'un même sentiment d'injustice partagé entre tous, il y a aussi, je crois, la nécessité de se rapprocher entre les peuples. Prenons un exemple encore une fois. Le Sri Lanka a une économie coloniale basée sur l'exportation qui la rend totalement dépendante des puissances étrangères. Donc si la révolte se mue en révolution et qu'ils arrivent à choper le pouvoir, les copains là, ils vont avoir besoin de temps et aussi de pétrole pour organiser leur transition économique. Et vu qu'ils tiennent à leur démocratie, à leur souveraineté, ils ne vont pas pouvoir céder ni au chantage états-unien, ni au chantage chinois, ils vont devoir trouver une solution extérieure, non alignée pour les aider dans leur transition économique. Non alignée, ça veut dire qu'on essaye de ne pas se rendre totalement dépendant ni de l'un ni de l'autre, ni de la Chine, ni des États-Unis, qui sont les deux gros acteurs de la guerre impérialiste qui est en train d'être menée en ce moment dans le monde. Il leur faut donc impérativement, s'ils veulent mener leur projet à terme, trouver des nouvelles alliances et de nouveaux pays avec qui commercer, et quoi de mieux que de miser sur les mouvements qui sont en train d'exploser en même temps qu'eux, qui ont les mêmes slogans qu'eux, qui ont les mêmes méthodes qu'eux et qui luttent contre la même propagande qu'eux. C'est pour ça que si les Argentins regardaient ce qui se passait au Sri Lanka, c'est aussi parce que, à mon avis, je pense qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls et qu'ils ont besoin d'autres mouvements révolutionnaires dans d'autres pays pour arriver au terme de leur révolution. Pareil en France, hein. Si un mouvement gilet jaunesque réapparaît et prend le pouvoir, on va vouloir se détacher du système financier. Il va donc falloir anticiper une violente attaque de la finance internationale et particulièrement de celle présente dans notre territoire, c'est-à-dire la finance états-unienne. La survie de notre mouvement et la réussite de notre programme va donc dépendre des alliances non alignées qu'on sera capable de faire. Tout simplement parce que si on veut résister au chantage des États-Unis, il faut qu'on réduise leur dépendance vis-à-vis d'eux, et pour ça, il faut des pays alliés. Et se rajoute à ça, bien sûr, aussi les mécanismes impérialistes entre la Chine et les États-Unis qu'on explique dans nos vidéos, dont les conséquences sont tellement funestes qu'il va être de plus en plus compliqué de choisir un camp. La propagande d'un camp comme de l'autre ne vont plus tenir, et le non-alignement sera alors un concept qui va devenir de plus en plus légitime et va prendre de la force si on le porte. D'où le fait, je pense, qu'on va de plus en plus s'intéresser mais aussi s'identifier aux différentes révoltes dans le monde. Déjà, parce que, encore une fois, ça nous donne de la force et c'est super important, mais aussi parce que on sait au fond de nous que la réussite de notre mouvement révolutionnaire va dépendre de la réussite du mouvement révolutionnaire au Sri Lanka, en Argentine, au Chili, dans plein de pays d'Amérique latine, dans plein de pays africains qui sont en train de se mobiliser. Bref, pour nous, les nouveaux mouvements dégagistes qui vont apparaître dans cette nouvelle séquence vont bien plus s'intéresser à l'international qu'en 2019, d'où le fait qu'on en parle beaucoup sur la chaîne du Canard parce qu'on en a collectivement besoin. L'un des enjeux, ça va être aussi de savoir s'il y a une jonction possible entre ces nouveaux mouvements dégagistes à la gilet jaune et les révolutions citoyennes sud-américaines qui ont pris le pouvoir dans quasiment tous les pays d'Amérique latine. Ce qui serait pas mal pratique, vu leur puissance diplomatique et économique, d'où le fait qu'on rabâche très souvent les victoires boliviennes, vénézuéliennes, cubaines, péruviennes ou chiliennes dans nos vidéos. Et du coup, ça c'est à peu près notre vision du monde en ce moment, en août 2022. La grande crise économique produit une accélération de l'histoire qui va produire énormément de guerres, de misères et de mouvements sociaux. La quasi-totalité de l'humanité est en train de subir les conséquences de la crise économique qui va produire énormément de misères, de guerres, de catastrophes, d'austérité, etc., etc., créant toutes les conditions requises pour que naissent de partout des mouvements dégagistes à la gilet jaune. Des mouvements qui, parce qu'ils subissent tous les mêmes conséquences d'un même système financier mondialisé totalement pété, vont orienter leur analyse dans la même direction. Et encore une fois, on essaye de pas avoir l'opinion de nos désirs ou de tout ce que tu veux, tu vois, c'est pas genre on veut cette révolte-là et du coup on le dit. Non, c'est juste qu'on constate que c'est ce qui est en train de se passer. Et le pari qu'on prend, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui va prendre de plus en plus de force dans les semaines et dans les mois à venir. Et nous, la place qu'on se donne en tant que médias, c'est de nous préparer à l'émergence d'un tel mouvement en France qu'on sent en gestation partout. Et quand ça va péter, on veut être là pour poser sur la table les thèmes qui nous semblent importants. L'international, l'anti-impérialisme qu'il faut absolument mettre à jour par rapport à l'actualité, mais aussi notre critique de l'économie de marché, couplée évidemment
vraiment la vitalité très canardesque qu'on veut transmettre aux mouvements sociaux. Parce que la joie, bordel de merde. C'est pour ça que avec le Canard, on va reprendre les vidéos contre Macron, alors même que 70% de la population le déteste. Parce qu'on a encore besoin de sa petite tête insupportable pour mettre tout le monde dans la rue pour qu'on commence à se parler, à discuter et à s'organiser. Et nous, une fois dans la rue, on va diffuser nos idées, mais on va pas prendre un rôle plus important que ça. C'est le peuple qui s'organise lui-même, qui décide de ses revendications, de ses méthodes d'action, de sa stratégie. Et nous, on sera là pour soutenir le mouvement, pour le médiatiser, pour balancer nos idées comme je l'ai dit, et pour donner la parole aux gens. On va pas juste être là avec nos costards cravates pour commenter ce qui se passe, quoi. Bordel, go manif, Macron démission. D'autant qu'en France, on a la chance d'avoir fini notre séquence électorale. Donc ça veut dire que là, en face de nous, on a un vide politique de 5 ans et on sait que si on ne se mobilise pas dans la rue pour faire changer la politique de Macron, personne n'y arrivera. C'est pas pour rien si les Gilets jaunes, ils sont apparus en 2018 et pas en 2021. Surtout que la position de la France dans l'échiquier, dans la crise économique, comme on le verra dans de prochaines vidéos, elle n'est pas de tip top et que Macron, on le connaît, il va faire aucune concession face au système financier. Ce qui veut dire que pour toutes ces raisons, on va prendre très cher. Ce qui aura un avantage au-delà de la misère, c'est que ça va permettre de mobiliser beaucoup de monde très rapidement et très facilement. Et n'oublions pas nos précédentes victoires aussi. Avec les Gilets jaunes, on a politisé des millions de personnes qui sont définitivement transformées par ce qu'on a vécu ensemble. On a eu le temps de se reposer, en plus de se questionner, de réfléchir. On a tous mûri politiquement. Et puisque nécessité fait loi, on va retourner dans la rue rempli d'expérience et on verra bien ce que ce beau mélange va faire. Et quant à la question primordiale de comment est-ce qu'on transforme une révolte en révolution, comment est-ce qu'on transforme un dégagisme en prise de pouvoir, je vous propose qu'on remette ça à plus tard. Parce que l'important, là, c'est de politiser un maximum, et dès que le mouvement dégagiste pointe son nez en France, on le soutient, on l'investit, et on fait en sorte qu'il soit le plus puissant possible, que ce soit une réussite totale. Et comme ça, quand on sera des millions dans la rue, on fera des petites vidéos qu'on enverra aux copains sri-lankais, et comme ça va leur donner de la force à eux aussi. Pour montrer qu'en France, malgré tout, on est là, et on lâche rien. Jamais. Voilà, c'était un peu un édito qui nous a permis nous-mêmes de réfléchir à la situation, de nous positionner, etc. N'hésite pas à te dire si ça plaît, ce genre de discours qui est un peu un discours pour les militants, mais qui en même temps permettent de comprendre un peu la situation, nos avis, nos évolutions. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à le dire par commentaire. Comme ça, on pourra le faire genre chaque mois ou tous les 2 mois, un truc un peu comme ça, quoi. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est important. Comme ça, nos idées, elles se diffusent plus. Et le moment où il y aura les Gilets jaunes 2 qui vont apparaître, on sera là en force pour soutenir le truc. En tout cas, force à vous et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos, et dans la rue, normalement, si tout va bien. Des bisous!